Tout pour investir. Investir autrement. Investir autrement dans une partie de l'art, les arts venus d'Asie avec la maison Agut. Clémentine Guyot est avec nous. Bonjour Clémentine. Bonjour. Directeur du département Art d'Asie à la maison Agut, qui n'est pas venue seule. Elle est venue, chère Clémentine, vous êtes venue avec une très rare statue. Absolument. Que je vais décrire avec des mots tout à fait vulgaires. En bronze, doré, plutôt de type Bouddha. Plutôt type Bouddha, c'est pas faux. C'est même le Bouddha Shakyamuni qui veut dire l'éveillé pour commencer bien cette matinée. C'est un Bouddha qui date de l'époque Ming. Voilà, du XVIIe siècle. Alors, je vais désacraliser la chose tout de suite. L'emblème que vous voyez là n'est pas une croix gammée, c'est une svatstika. Donnez-nous un petit peu de contexte pour ceux qui ignorent l'origine de ce signe. C'est un symbole qu'on retrouve absolument partout dans les civilisations archaïques, qui est en réalité un emblème, un symbole de bon augure qui représente l'infini, c'est la roue qui tourne. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose qui porte chance et qui a été malheureusement dévoyé, mais voilà, ça n'a pas appartenu à ça ne fait pas partie d'un trésor nazi. Mais c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que ce symbole qui a une très forte connotation et une très forte présence dans certaines parties d'Asie, mérite d'être remis à sa juste valeur. Cette statue date du XVIe siècle. Oui. Elle est au carrefour, ou plutôt elle mélange, on va dire, deux périodes chinoises. Vous nous avez parlé de la dynastie Ming, mais elle a aussi un petit peu de dynastie Yuan en elle. Absolument. Et c'est intéressant, c'est ce qui lui donne de la valeur. Expliquez pour ceux et celles qui nous suivent qui ne connaissent rien à l'histoire de la Chine. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le bouddhisme existe depuis des millénaires. Il commence à se propager réellement en Chine sous la dynastie Yuan, où il devient religion d'État. Donc Yuan, on est en 1280 à peu près. Voilà, à peu près. Puis voilà, la dynastie Yuan est une dynastie assez courte, donc qui s'effondre à peu près assez rapidement. Et ensuite intervient donc les Ming, qui eux sont plus partagés, mais conservent les caractéristiques stylistiques de la dynastie Yuan, tout en apportant également leurs propres pattes. Mais voilà, là on est vraiment au carrefour entre l'influence stylistique de la période précédente et celle des Ming qui commencera à se matérialiser de manière plus forte par la suite. On parle de bronze bouddhique. Ceux qui nous écoutent se disent mais pourquoi on parle de ça? Mais c'est important parce que quand on parlait d'art asiatique, on parlait beaucoup de porcelaine. Absolument. Pardon, je vulgarise beaucoup, Clémentine, pardon pour les experts et les expertes de votre maison et vos confrères dans les autres maisons et tout, évidemment les gens qui travaillent autour de ces arts. Voilà, on était obsédés par les porcelaines, mais aujourd'hui, ces bronzes bouddhiques prennent de la place, prennent de l'importance. Et en fait, il y en a pas mal en France. Oui. Et vous êtes pas mal lotis chez Agut. Pour une histoire très simple, c'est que beaucoup de gens qui ont ces bronzes sont soit des enfants de diplomates, soit des enfants d'expatriés. Et ils ont assez peu de connaissances. Et ils ont du mal à estimer la valeur de ces bronzes. Tout à fait. En fait, autrement dit, vous avez peut-être un trésor chez vous. Exactement. Et le cas s'est présenté déjà à plusieurs reprises depuis que je travaille chez Agut. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'effectivement, l'habitude de collectionner des bronzes bouddhiques en tant qu'œuvre d'art est assez récente, puisque auparavant, il y avait une forte connotation religieuse. Et voilà, les collectionneurs étaient peut-être un peu plus réticents par rapport à d'autres pièces, telles que les porcelaines, qui étaient très liées au culte impérial, donc qui concentraient vraiment l'attention. Les bronzes bouddhiques étaient plus rapportés, effectivement, par des gens qui ont travaillé en Chine, en Asie, et qui avaient ce goût-là et qui l'ont ramené en tant qu'objet de curiosité. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché de la porcelaine, aujourd'hui en Europe et en France, est en réalité un peu un marché fossile, puisque beaucoup des porcelaines sont achetées par des Chinois qui ensuite les gardent chez eux pour des raisons également d'autorisation de sortie du territoire. Donc il y a de moins en moins de porcelaine. Du coup, l'intérêt des collectionneurs se rapporte sur ce qu'il reste. Et sur ce qui reste, Dieu merci, ça permet de mettre à jour des productions qui sont absolument passionnantes, notamment les bronzes bouddhiques. Et effectivement, on constate que le marché est de plus en plus fort et de plus en plus sélectif aussi. Voilà, sur ces pièces-là. Et nous, on a très fréquemment des surprises de gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils possèdent. On a un cas là dans notre vente du 5 juin d'un très beau lama tibétain. Alors un lama tibétain n'est pas un animal. Non, c'est un moine. Voilà. C'est un moine bouddhique qui était gardé dans le sud de la France par une dame qui en avait hérité de sa grand-mère. Voilà, qu'il trouvait très beau, mais c'était un peu l'ami de la famille. Estimation de cette statue? 20 à 30 000 euros. Et on pense
compte tenu de ce qu'on sait du marché aujourd'hui, qui peut faire autour de 40 à 60 000. La statue que vous avez apportée en bronze doré, qui représente un Bouddha Shakyamuni, oui, Shakyamuni, est estimée autour de 25 ou 35 000 euros. Vous l'avez dit, les porcelaines, beaucoup de collectionneurs chinois se réapproprient des collections qui sont arrivées jusqu'en Europe et en France en particulier. Est-ce que l'attrait pour les Chinois, mais pas que les Chinois, je pense aussi peut-être aux Thaïlandais ou à d'autres pays asiatiques influencés par le bouddhisme, est-ce qu'il y a aussi des acheteurs qui viennent regarder ce qui se passe en France ? Oui, alors nous, le cœur de notre clientèle quand même sur l'art d'Asie et vraiment notamment la Chine, je dirais que 80% ce sont des acheteurs chinois qui vivent pas nécessairement en Chine. Après, c'est ça qui peut être rigolo. Enfin, on peut avoir des acheteurs chinois qui vivent aux États-Unis. Oui. Donc c'est pas forcément non plus une volonté de réappropriation culturelle pour ramener les choses au pays. C'est simplement un goût qui s'est développé, et qui se travaille au fur et à mesure. Après, sur les Bouddhas comme ceux-ci, c'est du fait de leur préciosité, de leur aspect décoratif, et finalement on peut être simplement séduit par la beauté de l'objet. On a aussi une clientèle qui peut être tout simplement européenne et à côté de chez nous. Voilà, la magie des arts d'Asie. Merci beaucoup Clémentine Guyot d'avoir décrypté cette tendance, mais plus largement évidemment cet art centenaire, plus que centenaire, millénaire, qui représente Bouddha et qui dit quelque chose du marché de l'art en France et puis on l'a compris dans le monde entier. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que c'est le printemps asiatique à Paris du 6 au 13 juin. Ça veut dire quoi très concrètement? Que beaucoup de galeries d'art et d'antiquités, des spécialistes, des maisons de vente comme Agut sont au travail pour rendre compte de la richesse des arts d'Asie à Paris. Ça se passe peut-être à côté de chez vous. Cette séquence, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.